Le cliquetis des verres en cristal et le murmure des conversations feutrées emplissaient la salle à manger éclairée aux chandelles. J'équilibrais 3 assiettes le long de mon avant-bras, me faufilant entre les tables nappées de blanc avec la grâce experte de quelqu'un qui a passé des années à naviguer dans des espaces restreints avec une cargaison délicate. La Pergola, l'un des restaurants sur le toit les plus exclusifs de Rome, était en pleine effervescence vespérale autour de moi. Des couples se penchaient l'un vers l'autre au-dessus de bougies vacillantes. Un groupe d'hommes d'affaires riait près des portes de la terrasse, leurs cigares envoyant des rubans de fumée vers le ciel étoilé. C'était une autre nuit romaine élégante, du moins en surface. La table 7 veut une bouteille supplémentaire d'Amarone, et le couple de la 4 a demandé si tu pouvais les prendre en photo. Juliette me taquina en passant à toute vitesse avec un plateau de tiramisu. Les yeux de ma collègue pétillaient de malice. Et devine qui vient d'arriver? Altissimo Pericolo, ton grand, ténébreux et dangereux admirateur. Un frémissement familier agita mon estomac. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir de qui elle parlait. Depuis 2 mois, Lorenzo Vitali venait tous les vendredis, demandant toujours ma section. Il arrivait tard, généralement seul ou avec un associé discret, et occupait la table du coin près de la fenêtre surplombant les lumières de la ville. Il était d'une politesse sans faille, laissait des pourboires généreux et dégageait une aura d'autorité tranquille qui m'intriguait et me déconcertait à la fois. Et oui, il était dangereusement beau, des cheveux sombres impeccablement coupés, un costume anthracite taillé à la perfection, et des yeux couleur ambre qui semblaient ne rien manquer. Peut-être qu'il est juste là pour le Cassio-Pepe, marmonnai-je, lissant mon tablier noir pour cacher le soudain accès de nervosité. En vérité, l'attention de Lorenzo déclenchait une cascade de sentiments contradictoires. La partie entraînée de mon cerveau, celle qui possédait un master en psychologie criminelle, décelait des indices subtils dans son comportement à chaque fois que je le servais. La façon dont il choisissait toujours un siège dos au mur. Les balayages mesurés de son regard, comme s'il cartographiait les sorties et évaluait les menaces même pendant un simple repas. La tension silencieuse enroulée dans sa posture, trahissant que son costume coûteux dissimulait un corps habitué à l'action. La plupart des serveurs ne remarqueraient pas ces choses, mais moi, si. Je remarquais tout. Je m'approchai de la table 4 pour prendre la photo des touristes, positionnant l'appareil de manière à ce que la lueur lointaine du Colisée les couronne. En leur rendant le téléphone, mes yeux dérivèrent vers l'entrée. Lorenzo venait d'arriver, échangeant un bref mot avec le maître d'hôtel avant de se diriger vers sa place habituelle. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice. Même ceux qui ne le connaissaient pas se redressaient instinctivement ou se taisaient à son passage, réagissant à la gravité invisible de sa présence. Rome est une ville habituée au pouvoir. Politicien, magnat, vieille aristocratie. Mais cet homme dégageait un tout autre type de pouvoir. Un pouvoir qui vivait dans l'ombre et qui semblait suinter des murs même de la ville éternelle. J'ai grandi en lisant des livres sur des hommes comme lui, des hommes qui façonnaient le monde depuis les coulisses, leurs décisions ayant plus de poids que n'importe quelle loi votée au Parlement. Mes études n'avaient fait qu'aiguiser cette fascination, la transformant en une analyse quasi clinique. Je pouvais presque voir les fils invisibles de son influence s'étendre depuis sa table, touchant chaque recoin de la pièce, et peut-être même de la ville. C'était une pensée à la fois terrifiante et exaltante. Juliette attira mon attention de l'autre côté de la salle et agita les sourcils pour m'encourager. Avec une profonde inspiration pour me calmer, je soulevai une bouteille de notre meilleur Brunello du casier, le millésime préféré de Lorenzo, et me dirigeai vers lui pour l'accueillir. « Buonasera, signor Vitali », dis-je chaleureusement en atteignant sa table. Je gardai un ton professionnel, mais je ne pus réprimer le frisson qui me parcourait toujours lorsque ses yeux ambrés croisaient les miens. « Bienvenue à nouveau. Votre vin habituel ce soir ?» Lorenzo inclina la tête dans un subtil hochement. « Per favore ». Sa voix était profonde, cultivée, avec ce léger accent romain qui donnait du poids à chaque mot. D'une manière ou d'une autre, il parvenait à faire sonner même un simple « s'il vous plaît » comme un ordre. En versant le vin, je réalisai que ma main était stable, mais que mon cœur battait la chamade. « Reprends-toi, Chiara. » J'avais servi des diplomates étrangers et des stars de cinéma ici sans sourciller. Mais cet homme me troublait d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Peut-être était-ce parce que j'avais passé des années à étudier des hommes comme lui, ou du moins des hommes qui se déplaçaient dans le monde avec de dangereux secrets. Et bien que je n'ai aucune preuve, chaque instinct me murmurait que Lorenzo Vitali était exactement ce genre d'homme. Mes professeurs à l'université nous mettaient en garde contre le romantisme de la psyché criminelle. Ils nous disaient de nous concentrer sur les données, les schémas, les déviations statistiques. Mais aucun manuel ne pouvait préparer à la réalité brute de la présence d'un tel homme, l'aura palpable de danger et de contrôle qu'il dégageait. C'était un champ de force invisible, et ce soir, il semblait plus chargé que d'habitude. Il y avait une tension subtile dans la ligne de sa mâchoire,
un manque de la détente habituelle qu'il affichait lors de ses visites précédentes. C'était comme observer un léopard au repos. Même dans l'immobilité, l'énergie potentielle était immense. Et mon cerveau, entraîné à chercher les anomalies, sonnait une alarme silencieuse. « Longue semaine ?» demanda-t-il, m'observant par-dessus le bord de son verre après avoir pris une gorgée appréciatrice du Brunello. J'ai dû paraître surprise par la question personnelle, car il esquissa la plus légère trace d'un sourire. « Vous semblez un peu distraite. » Oh, je rougis, cherchant presque mes mots. C'était vrai. J'avais été distraite, mais pas par la fatigue. J'avais été en train de réfléchir à Lorenzo lui-même, me demandant pourquoi un homme comme lui passait ses vendredis soirs ici. Sûrement qu'un homme de ses moyens avait des chefs privés ou des repères plus sécurisés. Ce n'était pas la nourriture, aussi excellente soit-elle, qui l'attirait. C'était autre chose. L'emplacement, la vue, ou peut-être, et cette pensée me fit frissonner, était-ce une sorte de rituel, un ancrage dans une vie par ailleurs tumultueuse. Rien que je ne puisse gérer, juste le coup de feu habituel du dîner. Je réussis à hausser légèrement les épaules. Il hocha la tête, bien qu'une lueur dans ses yeux me dise qu'il ne me croyait pas. Lorenzo manquait très peu de choses. De cela, j'en étais certaine. J'étais sur le point de m'excuser lorsqu'un mouvement furtif par-dessus son épaule attira mon attention. Près du bar, un homme en blazer marine sirotait un Negroni. Je l'avais remarqué plus tôt en passant. La quarantaine, bien entretenu, rien d'extérieurement remarquable. Pourtant, sa posture était maintenant subtilement différente. Il ne s'appuyait plus nonchalamment sur le bar. Il était assis droit, alerte. Son regard dérivait constamment vers notre table via le miroir derrière le bar. Les fins cheveux sur ma nuque se hérissèrent. J'avais appris à faire la différence entre un client qui observe l'ambiance et un homme qui surveille une cible. L'homme au Negroni n'était pas un client. Il était un prédateur en attente. Un autre visage inconnu attira mon attention, 2 tables plus loin que celle de Lorenzo. Un homme décharné picorant une assiette d'ossobuco, dînant seul. Il était arrivé quelques minutes à peine après Lorenzo. Sa place lui offrait une vue dégagée sur le profil de Lorenzo. Bien qu'il portât de la nourriture à sa bouche à intervalles réguliers, je réalisais qu'il ne mangeait pas vraiment. Le contenu de son assiette restait en grande partie intact. Il observait tout en faisant semblant de dîner. Mon pouls s'accéléra. Il y a 3 mois, j'aurais peut-être écarté ces observations comme de la paranoïa, mais travailler dans un restaurant avait étonnamment aiguisé les compétences que j'avais perfectionnées dans mes cours de criminologie. Je pouvais dire quand un couple à un premier rendez-vous était sur le point de tourner au vinaigre par leur langage corporel. Je pouvais repérer le grand patron d'entreprise qui essayait trop d'impressionner ses invités par la façon dont il parlait un peu trop fort. Et je pouvais absolument dire quand quelqu'un dans une salle à manger n'était pas là pour savourer la nourriture ou la vue. Ce soir, j'en comptais au moins 3. En plus de l'homme au bar et du dîneur décharné, je repérais une 3e silhouette rôdant près de l'entrée de la terrasse. Un type costaud dans un costume mal ajusté qui semblait nettement déplacé parmi notre clientèle raffinée. Il n'était pas assis. Il se tenait debout comme s'il décidait de sortir prendre l'air, mais il s'était positionné avec une ligne de mire directe vers la table de Lorenzo, ses doigts tapotant légèrement contre sa cuisse. Pas le tapotement impatient d'un invité qui s'ennuie, mais un mouvement rythmique comme quelqu'un qui garde le tempo ou qui signale. Mon esprit, qui avait passé des années à disséquer des études de cas sur les embuscades et les assassinats coordonnés, commençait à assembler les pièces. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une triangulation. Chaque homme couvrait un angle de vue, un point de sortie. Le barman couvrait le centre de la pièce et le miroir lui donnait une vue arrière. Le dîneur avait une vue latérale directe. Le type costaud sur la terrasse contrôlait l'une des principales voies de sortie. C'était un filet qui se resserrait lentement, et Lorenzo Vitali était au centre. Je réalisais que j'étais figé en train de verser le vin. Le regard perçant de Lorenzo passa de la bouteille dans ma main à mon visage. « Signorina Moretti » me rappela-t-il doucement. Je finis de verser, espérant que mon sourire agréable cachait le tumulte intérieur. « Scusi, signore » En posant la bouteille, je reculai. Mon esprit tournait à plein régime. Étais-je en train de voir une menace coordonnée ou d'en concocter une à partir de coïncidences? 3 hommes, tous singulièrement concentrés sur Lorenzo. Le positionnement était trop parfait. Un avec une vue sur l'entrée, un avec les yeux sur lui via le miroir, un couvrant la sortie de la terrasse. Et la façon dont il se tenait criait, tout sauf des dîneurs occasionnels. Peut-être étais-je paranoïaque. Étudier le comportement criminel pendant des années peut faire ça. Mais si j'avais raison, Lorenzo Vitali était en train de se faire piéger pour quelque chose d'horrible. Et bientôt, je me forçais à m'éloigner de la table de Lorenzo, incertaine de mon prochain mouvement,
mais certaine que je devais faire quelque chose. Ma formation m'avait appris l'importance des lignes de base comportementales. La ligne de base de cette salle à manger était une détente luxueuse. Ces trois hommes étaient des anomalies flagrantes, des pointes acérées sur un graphique par ailleurs lisse. Leur corps était tendu, leurs mouvements économiques et pleins d'intention. Ils ne profitaient pas de la soirée, ils travaillaient. Et leur travail, j'en étais de plus en plus convaincu, était de s'assurer que Lorenzo ne quitte pas ce restaurant vivant. Au poste des serveurs, Juliette m'accosta, l'inquiétude plissant son front. « Chiara, on dirait que tu as vu un fantôme. Tu es toute pâle. »« Ça va, mentis-je, la voix à peine plus qu'un murmure. » Par-dessus l'épaule de Juliette, je vis l'homme décharné à la table neuve glisser sa main sous sa serviette. L'homme costaud près de la terrasse se dirigeait maintenant lentement vers la porte latérale qui menait au couloir de la cuisine, exactement là où Lorenzo passerait s'il sortait par ce chemin. Mon cœur heurta violemment mes côtes. 15 minutes. C'est le temps qu'il fallait généralement à Lorenzo pour finir son repas et partir par la sortie arrière menant au parking privé. Je jetai un coup d'œil à l'horloge ornée au-dessus du bar. 23h30. S'il devait agir, ce serait quand il sortirait, probablement vers 23h45. Je devais le prévenir. Mais comment? Sans alerter les observateurs. Mon esprit était en ébullition. La police était hors de question. Ces hommes agiraient bien avant l'arrivée de toute voiture de patrouille, et qui sait combien de personnes innocentes pourraient être blessées dans une fusillade. Notre agent de sécurité du restaurant était un retraité affable qui s'occupait principalement des manteaux et expulsait occasionnellement des touristes ivres. Il n'aurait aucune chance. Non. La seule personne dans cette pièce qui pouvait gérer une embuscade était la cible elle-même. Mais comment lui faire passer le message? Un mot écrit sur une serviette? Trop risqué, il pourrait le voir. Une interruption soudaine? Cela attirerait l'attention. Je devais utiliser ma position, mon rôle de serveuse invisible, pour communiquer une information mortelle. Mon regard tomba sur un panier de pain frais, attendant d'être servi. C'était ma couverture. Un prétexte pour m'approcher à nouveau de sa table sans éveiller les soupçons. C'était un pari insensé. S'ils se rendaient compte que j'avais compris leur plan, je deviendrais une complice, une cible. La peur me glaça le sang, mais l'image de Lorenzo, inconscient du danger qui se refermait sur lui, était pire. Je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Rassemblant tout mon courage, je saisis le panier de pain frais comme prétexte et retournai vers la table de Lorenzo. Mes paumes étaient moites et ma gorge était sèche. Il leva les yeux, légèrement perplexe de mon retour si rapide. Je posai le pain et me penchai légèrement, faisant semblant de redresser ses couverts. Gardant mon visage neutre, je murmurai « S'il vous plaît, ne réagissez pas et ne regardez pas, mais vous êtes en danger. 3 hommes vous surveillent. » Je nommai leur emplacement doucement, les yeux fixés sur la nappe comme si je discutais des spécialités du soir. Ils sont armés et prévoient de vous tendre une embuscade lorsque vous partirez. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'ils pouvaient l'entendre. Chaque seconde où je restais la semblait s'étirer en une éternité. Je pouvais sentir les regards des 3 hommes sur nous, analysant mon interaction avec leur cible. Je devais paraître naturel, engagé dans la routine banale du service. C'était le rôle de ma vie, et une erreur pouvait nous coûter la nôtre. L'expression de Lorenzo ne scia pas, mais je sentis une immobilité tendue s'emparer de lui. Il prit un morceau de pain avec désinvolture. D'une voix si basse que je la saisis à peine, il demanda « À quel point en êtes-vous sûr ?» Presque certaine, soufflai-je. Leur comportement coche toutes les cases d'un coup monté. J'ai entendu l'un d'eux au téléphone mentionner d'attendre que les gens partent. Ils ont couvert les sorties. Je pense qu'ils ont l'intention de frapper quand vous vous dirigerez vers votre voiture. Chaque mot que je prononçais était un risque calculé. Je lui transmettais des informations vitales, tout en maintenant l'illusion d'une conversation sur le pain ou le vin. Je priais pour que ma nervosité ne trahisse pas la gravité de mes paroles. Il resta silencieux un instant. Le silence était assourdissant, rempli de la tension de notre secret partagé. Pour un observateur extérieur, il était simplement en train de beurrer son pain. Mais je pouvais voir la façon dont ses doigts serraient le couteau, la concentration intense dans ses yeux ambrés qui ne regardaient rien en particulier mais semblaient tout voir. Il traitait l'information, évaluait les menaces, formulait un plan en quelques secondes. Savent-ils que vous les avez remarqués? Je ne pense pas. J'ai été prudente. Brava, il marqua une pause comme s'il envisageait les options. Puis, gardant toujours sa voix à un murmure poli, il dit « Merci, Chiara. Maintenant, écoutez attentivement. Je veux que vous restiez à l'intérieur quand je partirai. Ne vous approchez pas des sorties. » Ses yeux ambrés croisèrent les miens. Mortellement sérieux. « Capisci ?»
Je hochai la tête de manière imperceptible. Que allez-vous faire? Lorenzo posa une généreuse somme d'argent sur la table et se leva en douceur. Pendant un moment terrifiant, je pensais qu'il avait l'intention d'affronter les hommes ici même, mais au lieu de cela, il ajusta simplement ses boutons de manchette. D'un ton normal, il dit « Merci pour l'excellent service, comme toujours ». Il s'éloigna de la table en direction de l'avant du restaurant. L'homme au bar se raidit de surprise, ne s'attendant pas à ce qu'il quitte la salle à manger si tôt. Je réalisai que Lorenzo ne se dirigeait pas vers sa sortie arrière habituelle, mais vers l'entrée principale, dans la direction opposée. Il attirait la menace loin de la route prévue, créant la confusion, prenant l'initiative. C'était un gambit audacieux. Les trois observateurs échangèrent des regards subtils et commencèrent à bouger aussi, un vers chaque voie de sortie. Une pointe de peur me transperça. Je l'avais prévenu, mais maintenant quoi? S'il sortait par l'avant, ces hommes convergeraient sur lui dehors, et il était seul. Où l'était-il? Alors que Lorenzo approchait du podium de l'hôtesse, je le vis mettre la main dans la poche de sa veste et toucher quelque chose, peut-être une arme ou un téléphone. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Mon instinct de survie me criait de suivre ses instructions, de rester caché et en sécurité. Mais ma conscience, et une nouvelle impulsion protectrice envers cet homme, me hurlaient de faire quelque chose de plus. Ignorant l'appel confus de Juliette, je me glissai par la porte du personnel dans la cuisine et courus le long du couloir jusqu'à la sortie latérale qui donnait sur la ruelle derrière le restaurant. Si les attaquants pensaient qu'ils sortiraient par l'avant, peut-être que Lorenzo faisait en fait le tour. Peut-être qu'il avait des renforts qui attendaient. Je ne savais pas, et mon cœur était dans ma gorge. Je sortis en trombe dans la ruelle nocturne et fraîche, le son de mes pas étouffé par le bourdonnement des unités de climatisation. L'air était lourd de l'odeur des poubelles et des restes de cuisine, un contraste frappant avec l'atmosphère parfumée du restaurant. La ruelle étroite derrière le restaurant n'était éclairée que par une faible lampe de sécurité au-dessus de la porte de la cuisine. Des poubelles s'alignaient d'un côté et au-delà, la ruelle s'ouvrait sur le petit parking arrière. Mes oreilles captèrent des bruits de lutte étouffés et un grognement de douleur venant du coin. Restant basse, j'avançai prudemment et jetai un coup d'œil vers le parking. Une berline noire et élégante y tournait au ralenti, ses phares éteints, le moteur silencieux. À la lueur d'un lampadaire au-delà, je reconnus l'un des chauffeurs habituels de Lorenzo debout à côté de la voiture, l'arme au poing. Un deuxième homme, l'un des assaillants en blazer marine, était à genoux sur le sol, se tenant le bras. Alors, Lorenzo avait des renforts, réalisai-je avec un flot de soulagement. Ce soulagement mourut un instant plus tard, lorsque j'entendis une détonation sèche de coups de feu venant de l'entrée de la ruelle. Je me reculai contre le mur. Des ombres dansaient follement alors qu'une silhouette courait vers nous. Le dîneur décharné de l'intérieur, pistolet à la main, tirant vers la berline. Des étincelles jaillirent du capot de la berline. Le chauffeur de Lorenzo se mit à l'abri, ripostant. La ruelle résonna de détonations assourdissantes. Soudain, la porte latérale derrière moi s'ouvrit violemment. L'homme costaud de la terrasse s'en sortit en trombe, me heurtant presque. Sa main se referma sur mon bras comme un étau. Je poussai un cri alors qu'il me tirait en avant. Dans son autre poing, je vis le reflet d'un couteau. « Stai ferma, gronda-t-il. Reste tranquille. » Il me traîna à découvert, me positionnant devant lui alors qu'il avançait vers le parking où se trouvait la voiture et les hommes de Lorenzo. Mon esprit hurla de panique. Je ne serais pas un bouclier humain. Je piétinai durement le pied de l'homme et me tordis, brisant sa prise pour une seconde. Il jura et leva le couteau. Avant qu'il ne puisse frapper, un coup de feu retentit. L'homme costaud sursauta, une brume rouge maculant l'air. Il tomba comme un arbre abattu, atterrissant lourdement sur les pavés à mes pieds. Je restai là, stupéfaite. Lorenzo se tenait à quelques pas derrière nous dans la ruelle, le bras tendu, un pistolet fumant à la main. Son expression était sombre. Il était remonté par la ruelle depuis l'entrée principale, pendant que ses ennemis se concentraient ailleurs, les prenant à revers. Sa stratégie était brillante et mortelle. Il avait utilisé son propre départ apparent comme une diversion, forçant leurs mains et les attirant dans une contre-embuscade parfaitement orchestrée. Il me jeta un regard, ses yeux brillants d'inquiétude, mais n'eut pas le temps de parler. Le tireur décharné à l'entrée de la ruelle m'avait remarqué ainsi que l'homme costaud. Maintenant, il tournait son arme vers Lorenzo. « Vitali !» cria-t-il, tirant sauvagement. Je poussai un cri et me jetai à plat ventre alors que les balles sifflaient au-dessus de ma tête. Des fragments de briques éclatèrent du mur du restaurant là où une balle avait touché, me projetant de la poussière au visage. Lorenzo plongea derrière une pile de caisses de produits en bois juste à temps. Le moteur de la berline noire rugit. Le chauffeur de Lorenzo s'avança dans la ruelle,
les phares s'allumant soudainement sur le tireur décharné par derrière, l'aveuglant. L'homme se retourna vers la lumière, et dans cette fraction de seconde de désorientation, Lorenzo bougea. Il sortit de sa cachette, et avec 2 tirs assourdissants, abattit le tireur au sol. Le silence tomba, brisé seulement par ma propre respiration haletante et l'écho des sirènes lointaines qui montaient au-dessus de la ville. Le combat entier avait duré moins d'1 minute, bien qu'il ait semblé durer une éternité. Une éternité de bruits assourdissants, d'éclairs de lumière et de la puanteur âcre de la poudre à canon. Lorenzo s'avança vers moi, glissant son arme sous sa veste. « Chiara, es-tu blessée ?» Sa voix était tranchante d'inquiétude. « Je vais bien », réussis-je à articuler, bien que mes jambes me semblassent être engelées. Mes yeux passèrent de l'assaillant abattu à quelques centimètres de moi, puis à l'autre homme se tordant près de la berline, et à celui que Lorenzo avait abattu. 3 attaquants neutralisés en quelques instants. C'était stupéfiant et terrifiant. C'était la violence dans sa forme la plus pure et la plus efficace, et il la maniait avec une aisance effrayante. Avant que je puisse traiter davantage, les mains de Lorenzo étaient sur mes épaules, me stabilisant. « Il t'a coupé ?» Son regard me parcourut, cherchant une blessure. Je me regardai. Incroyablement, à part une éraflure sur mon bras et quelques éclaboussures de sang de l'attaquant sur ma jupe, j'étais indemne. Non, je ne pense pas. Sa mâchoire se crispa alors qu'il suivait mon regard vers le sang sur mon uniforme. Doucement, il m'éloigna des corps et ouvrit la portière arrière de la voiture. « Monte », ordonna-t-il, mais pas méchamment. Le chauffeur, que je reconnus maintenant comme étant Marco, un visage familier qui accompagnait parfois Lorenzo, avait déjà appuyé sur l'accélérateur. Un autre des hommes de Lorenzo traînait l'attaquant blessé au blazer marine dans un second véhicule qui était apparu derrière nous. Le nettoyage était aussi rapide et efficace que le combat. J'obéis, engourdi, glissant sur la banquette arrière moelleuse. Lorenzo monta à côté de moi et les serrures des portes se cliquèrent juste au moment où les premières lumières bleues des voitures de police éclaboussaient le bout de la ruelle. Marco nous emmena à toute vitesse dans la nuit avant que les autorités ne puissent arriver sur les lieux du calme brisé derrière la pergola. Je regardais en arrière à travers la vitre teintée le chaos qui s'éloignait, le personnel du restaurant qui regardait dehors, les fourgons de police qui arrivaient en hurlant. Aucun d'eux ne savait que la serveuse blonde qui était emmenée venait de franchir irrévocablement une ligne invisible, passant du monde des gens ordinaires à celui de Lorenzo Vitali. Dans le sanctuaire silencieux de la voiture en mouvement, l'adrénaline se dissipa et un engourdissement tremblant s'installa. Je réalisai que je portais toujours le blazer de Lorenzo. D'une manière ou d'une autre, dans la mêlée, il avait drapé sur moi. Il sentait son subtil parfum, réconfortant d'une manière que je ne pouvais articuler. Le tissu lourd était un poids tangible, une ancre dans la tempête de mes émotions. Il rompit le silence, la voix basse et calme. « Tu m'as sauvé la vie ce soir. Tu t'en rends compte ?» J'avalai ma salive, retrouvant enfin ma voix. « Vous les auriez vus à un moment donné. » Il secoua la tête. « Pas à temps. Tu as vu ce que mes propres hommes n'ont pas vu. Cela fait 2 fois que je te suis redevable. Chiara. » Je réussis un faible sourire tremblant. Peut-être que je ne voulais vraiment pas nettoyer une scène de meurtre un vendredi soir. À ma grande surprise, Lorenzo laissa échapper un petit rire. Le son fut bref, mais il dissipa une partie de la tension entre nous. Quelles que soient tes raisons, je te suis redevable. Une ombre traversa son visage alors qu'il m'étudiait. Ces hommes, t'ont-ils fait du mal? Il t'a attrapé, ce bastardo, avec le couteau. Je vais bien, insistai-je, et je réalisai que je le pensais. Secoué, oui, terrifié, absolument, mais physiquement indemne, grâce à vous. Ses yeux s'adoucirent juste un peu. Tu as été remarquablement courageuse. Téméraire, ajouta-t-il, les sourcils légèrement froncés. Mais courageuse. Je t'avais dit de rester à l'intérieur. Je ne pouvais pas, dis-je doucement. Je ne pouvais pas simplement regarder et ne rien faire. Lorenzo resta silencieux à cela, mais il me regarda avec une sorte de respect que je n'avais jamais vu auparavant. Après un moment, il inclina la tête. Eh bien, il semble que mes instincts à votre sujet étaient corrects. Je le regardai d'un air interrogateur. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, précisa-t-il, je savais qu'il y avait plus en vous qu'une serveuse innocente, et ce soir, vous l'avez prouvé. Il fit un geste à Marco dans le rétroviseur. Mes hommes sont des professionnels, mais même n'ont pas repéré tous les signes que vous avez vus. Où avez-vous appris à observer comme ça? Je me raclai la gorge, joignant mes mains tremblantes sur mes genoux. J'ai un diplôme en psychologie criminelle, spécialisé en analyse comportementale. J'allais poursuivre une carrière dans les forces de l'ordre ou peut-être dans la recherche, mais la vie m'a emmené dans une autre direction. Des factures à payer. Je haussai les épaules,
soudain embarrassé par la banalité de ma situation comparée à la sienne. Alors me voilà, une serveuse qui, apparemment, ne peut pas désactiver sa formation. Marco siffla doucement depuis l'avant. Impressionnant. Lorenzo semblait vraiment intrigué. Cela explique beaucoup de choses. C'était étrange de révéler cette partie de moi-même dans de telles circonstances. Mes ambitions académiques semblaient appartenir à une autre vie, à une autre femme. Une femme qui n'avait jamais senti le vent d'une balle passer près de sa tête ou vu un homme mourir à ses pieds. Pourtant, cette formation était la raison pour laquelle nous étions tous les deux en vie. Le paradoxe n'était pas perdu pour moi. Nous restâmes silencieux alors que la voiture filait au-delà du centre-ville. Je regardais les anciennes rues de Rome défiler, éclairées par des lampadaires dorés. Mon studio était là-bas quelque part, confortable mais solitaire. Et me voilà à la place, fonçant vers des lieux inconnus avec un chef de la mafia. Oui, j'étais presque sûr maintenant de ce qu'était exactement Lorenzo. Le mot n'avait pas été prononcé, mais les signes révélateurs étaient tous là. Gardes armés, embuscades, cet air de commandement. J'aurais dû paniquer. Peut-être qu'une partie de moi le faisait, mais une autre partie, la criminologue qui avait secrètement aspiré à quelque chose au-delà des études de cas et de la théorie, ressentait une étrange exaltation, comme si j'avais sauté dans l'un des thrillers que je lisais tard le soir. C'était une chose de lire sur le danger, c'en était une autre de le respirer, de le sentir vibrer dans l'air autour de soi. Finalement, nous avons emprunté une allée sinueuse à la périphérie de la ville. À travers des portes en fer forgé et le long de rangées de cyprès, nous nous sommes arrêtés devant une magnifique villa en pierre blanche et éclairage doux. L'endroit était à la fois serein et fortement sécurisé. J'entrevis des caméras pivotantes et une paire de gardes discrets à la porte. Une femme calme en tailleur ouvrit la portière pour nous. « Signor, tout est prêt, dit-elle. » Son regard se posa sur moi, et bien qu'elle réussit à esquisser un sourire poli, je vis la curiosité. Ce n'était pas tous les jours que son patron escortait une serveuse couverte de sang dans sa maison au milieu de la nuit. « Valentina, veuillez vous assurer que mademoiselle Moretti se nettoie et s'installe dans une chambre d'amis, » ordonna Lorenzo. « Et demandez au médecin de vérifier son bras. » Je baissai les yeux pour voir une ecchymose foncée là où la prise du voyou avait été. Je ne l'avais même pas remarqué dans la montée d'adrénaline. Vraiment, je vais bien. Je commençai à protester. Le regard de Lorenzo me fit taire. Faites-moi plaisir alors, plus doucement. Je dois faire un débriefing avec mes hommes. Nous parlerons après. Vous êtes en sécurité ici, Chiara. Personne ne vous fera de mal sous mon toit. Sous sa protection. Le poids de ces mots ne m'échappa pas. Je hochai la tête et permis à Valentina de me guider à l'intérieur. L'intérieur de la villa était stupéfiant. Sol en marbre, couloir tapissé d'œuvres d'art, au plafond avec des détails de fresques. Mais je le remarquai à peine alors que Valentina me faisait entrer dans une salle de bain carrelée et chaleureuse. En quelques minutes, une femme médecin de la maison apparut, traitant efficacement les éraflures mineures sur mes genoux et l'ecchymose sur mon bras. Un autre membre du personnel me fournit une douce robe de chambre en cachemire pour me changer pendant que mon uniforme taché était emporté. Quand je ressortis, nettoyé et enveloppé dans la robe de chambre, je me sentis comme une personne différente, une personne flottant dans un étrange purgatoire entre mon ancienne vie et ce qui m'attendait demain. La femme que j'étais ce matin, celle qui s'inquiétait de payer son loyer et de gérer un service chargé, semblait à des années-lumière. Cette nouvelle version de moi-même avait affronté la mort et s'était assise à côté d'un homme qui la commandait. Le contraste était vertigineux. Valentina revint et me conduisit à un bureau accueillant où un petit feu crépitait dans la cheminée. « Il vous rejoindra sous peu, » dit-elle gentiment, me tendant une tasse fumante de tisane à la camomille avant de se retirer. Seul, je m'enfonçai dans un fauteuil en cuir près du feu, berçant la tasse pour une chaleur dont je n'avais pas vraiment besoin. Mon esprit rattrapait enfin les événements de la nuit, et avec lui venait un tremblement dans mes membres que je ne pouvais pas tout à fait calmer. C'était le contre-coup de l'adrénaline, le retour brutal à la réalité. J'avais failli mourir. J'avais aidé à tuer des hommes. Ma vie, telle que je la connaissais, était probablement terminée. Et pourtant, au milieu de la peur, il y avait une étincelle de quelque chose d'autre, une curiosité intense pour l'homme qui avait orchestré cette nuit de violence avec une telle précision et qui m'avait ensuite traité avec une telle douceur. Fidèle à sa parole, Lorenzo apparut quelques minutes plus tard. Il avait troqué son costume maculé de sang pour un pantalon noir et un pull gris ardoise. La tenue plus décontractée ne diminuait en rien son autorité tranquille. Au contraire, elle le faisait paraître plus jeune, presque accessible, si l'on ne remarquait pas l'étui toujours attaché à sa ceinture. Il prit le siège en face de moi, m'étudiant à la lueur du feu. « Comment tenez-vous le coup ?» J'ouvris la bouche pour dire « bien », mais ce qui en sortit fut un rire honnête et tremblant. « Je n'en ai aucune idée. Je pense que je suis encore sous le choc. »
Les lèvres de Lorenzo s'incurvèrent doucement. C'est compréhensible. Peu de gens voient ce que vous avez vu ce soir. Peu de serveuses, vous voulez dire? Lancez-je en sirotant le thé. Cela aida à apaiser ma gorge irritée. Un silence confortable s'installa un moment. La lueur du feu dansait dans ses yeux alors qu'il me regardait. Vous n'êtes pas une serveuse typique, n'est-ce pas? Je soupirai. Non, je suppose que non. J'ai toujours voulu utiliser mon diplôme pour aider les gens. Je n'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Je fis un geste vague, englobant la grande maison, la fusillade à laquelle nous venions d'échapper de justesse. Vous avez aidé quelqu'un, dit-il doucement. Vous m'avez aidé et avez probablement sauvé d'autres personnes prises dans les tirs croisés. Je croisai son regard. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si je n'avais rien dit et que quelque chose de terrible était arrivé. Après un instant d'hésitation, j'admis, et je ne voulais pas vous voir blessé. Cela me valut un long regard interrogateur. Lorenzo se pencha en avant, les avant-bras posés sur ses genoux. Chiara, vous réalisez ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Dans quoi vous êtes impliquée? J'avalai ma salive. J'ai mes soupçons. Vous êtes impliqué dans des affaires qui dépassent la loi. C'était une façon délicate de parler du crime organisé, et maintenant ces affaires m'ont impliqué. Il inclina la tête. Si vous souhaitez partir, retournez à votre vie normale. Dites-le. Je ferai en sorte qu'une voiture vous emmène où vous voulez, et je m'assurerai que vous soyez protégé. Vous aurez toujours ma gratitude. Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi aspirait à la banalité réconfortante de mon petit appartement, à la routine de servir des pâtes et du vin. Mais une plus grande partie de moi savait qu'il était trop tard pour ça. J'avais franchi la ligne. Si ces hommes avaient des patrons, ils pourraient me considérer comme un témoin gênant. Et même s'ils ne le faisaient pas, je n'étais pas sûr de pouvoir tout oublier et prétendre que rien de tout cela ne s'était produit. L'idée de retourner à ma vie d'avant, de prétendre que la violence et le danger n'existaient que dans les livres, semblait maintenant impossible, presque malhonnête. J'avais vu derrière le rideau. Comment pouvais-je faire semblant de ne pas savoir ce qui s'y cachait? Et puis, il y avait Lorenzo. Partir maintenant, c'était l'abandonner à un sort que j'avais contribué à modifier. Je ne veux pas partir, me surpris-je à dire. La vérité de cette affirmation se solidifia dans ma poitrine alors que je parlais. Pas encore. Il y a trop de choses non résolues. Une lueur de ce qui aurait pu être du soulagement passa sur le visage de Lorenzo. Puis il se ressaisit. Vous resterez ici ce soir. Demain matin, nous pourrons évaluer la situation. Il pourrait y avoir d'autres menaces. Des associés des hommes qui m'ont attaqué. Je hochai la tête. Vos ennemis sauront que quelque chose s'est mal passé. Ils pourraient venir chercher. Exactement. Et ils pourraient ne pas faire la différence entre moi et la femme qui m'a prévenu. Une ombre traversa ses traits. De la colère à cette perspective. Je ne laisserai personne vous faire de mal. Chiara. L'intensité de son ton me fit frissonner. Voici l'homme dangereux que j'avais senti dès le début. Un homme qui contrôlait la violence comme un outil. Pourtant, il était aussi l'homme qui m'avait protégé et m'avait offert sa protection. La dualité me fascinait et m'effrayait. Il se pencha en arrière, expirant lentement. Je vous dois une certaine honnêteté. Vous devriez savoir dans quoi vous êtes impliqué pour faire un choix éclairé. Un sourire ironique effleura ses lèvres, bien que je soupçonne que vous l'ayez déjà deviné. Je réussis à esquisser un faible sourire. Disons simplement que je ne serai pas choqué. Le regard de Lorenzo dériva vers les flammes alors qu'il parlait. Ma famille, nous sommes dans ce métier depuis des générations. De l'extérieur, nous sommes des investisseurs, des entrepreneurs, mais notre pouvoir est plus profond. Nous protégeons certains territoires dans cette ville. Nous avons des alliances, des rivaux. Les hommes de ce soir, sa mâchoire se crispa. Ils ont été envoyés par un rival qui veut m'éliminer et prendre le contrôle de la pègre de Rome pour lui-même. Massimo Ruggieri, murmurai-je, me souvenant du nom que j'avais entendu l'homme au téléphone prononcer doucement dans le restaurant. Les yeux de Lorenzo se rétrécirent d'une fraction. Oui, vous avez même saisi ce détail. Ruggieri est ambitieux et impatient. Il a violé les règles non écrites en essayant de me tuer dans un lieu aussi public. Ce n'était plus une abstraction tirée d'un manuel. C'était une guerre de territoire, une lutte de pouvoir brutale qui se déroulait dans les rues que je parcourais tous les jours. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais maintenant au cœur de celle-ci. Mon esprit analytique a commencé à travailler, assemblant les pièces. L'attaque à la pergola n'était pas seulement une tentative d'assassinat. C'était une déclaration. Une démonstration publique de défi conçue pour saper l'autorité de Lorenzo. Ruggieri n'avait pas seulement voulu le tuer, il avait voulu l'humilier. Et en le prévenant, j'avais non seulement sauvé la vie de Lorenzo,
mais j'avais aussi involontairement déjoué une manœuvre stratégique majeure dans la pègre romaine. Je n'étais plus une simple spectatrice, j'étais devenue une actrice sur cette scène dangereuse. La réalisation était à la fois sobre et étrangement stimulante. Ma vie en tant que serveuse était peut-être terminée, mais une autre, infiniment plus complexe et dangereuse, venait de commencer. Une résolution féroce se cristallisa en moi, se durcissant autour de la terreur persistante que je ressentais pour moi-même et pour tout ce que j'aimais. Je n'étais plus une simple spectatrice. Je pensais à ma sœur, Bianca, qui vivait à Rome, insouciante de ce monde souterrain. Si les hommes de Ruggieri pouvaient me retrouver, ils pourraient la retrouver. La peur pour elle était un acide dans mes veines, dissolvant toute hésitation restante. Que ferez-vous maintenant? Son expression devint d'acier. Éliminez la menace. Ruggieri a rendu cela personnel, et il n'arrêtera pas jusqu'à ce que l'un de nous soit fini. Je dois frapper le premier. Lorenzo me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. J'ai besoin de votre aide, Chiara. Ruggieri s'attendra à la force brute. Il ne s'attendra pas à vous. Votre perspicacité, votre formation. Je veux que vous m'aidiez à anticiper son prochain mouvement. Il me demandait de l'aider à abattre un rival de la mafia. L'idée même aurait dû me faire reculer. Mais quand je pensais à la peur dans cette ruelle, à ce qui aurait pu arriver si nous avions été quelques secondes plus lents, au sang sur mon uniforme, je ne trouvais aucune sympathie pour Ruggieri ou ses hommes. C'étaient des meurtriers qui auraient abattu un restaurant plein de gens pour atteindre Lorenzo. Et ils m'avaient presque tué pour être intervenus. L'analyste en moi a commencé à tourner. La psychologie d'un homme comme Ruggieri serait prévisible. Il serait arrogant, trop confiant après son échec. Il sous-estimerait Lorenzo, et il me sous-estimerait certainement complètement. Il me verrait comme un accident, une variable aléatoire, pas comme une menace stratégique. C'était là que résidait notre avantage. Je me redressai dans mon fauteuil. Quoi qu'il en coûte, dis-je doucement, et je le pensais. Un subtil changement se produisit dans la dynamique entre nous. Ce n'était plus un chef de la mafia protégeant un civil. C'était un partenariat qui se formait, forgé dans la violence et une compréhension mutuelle. Pendant les 2 jours suivants, nous avons travaillé sans relâche. La villa de Lorenzo s'est transformée en un centre de commandement. Ses hommes les plus fiables, dont Marco, allaient et venaient, rapportant des renseignements. Mais le cœur de la stratégie se trouvait dans le bureau, avec moi et Lorenzo penchés sur des plans de la ville et des organigrammes des opérations de Ruggieri. Je me suis appuyé sur ma connaissance de la psychologie criminelle et sur chaque détail que je connaissais de la pergola. J'ai aidé Lorenzo et ses hommes à planifier une contre-embuscade précise, non pas basée sur la puissance de feu, mais sur la tromperie psychologique. Nous avons anticipé les mouvements de Ruggieri, utilisé ses propres hypothèses contre lui. L'enjeu a été soudainement et terriblement élevé lorsque l'un des informateurs de Marco est revenu avec une nouvelle terrifiante. Les hommes de Ruggieri avaient enlevé ma sœur, Bianca. Ils l'avaient prise dans son appartement. La peur que j'avais ressentie dans la ruelle n'était rien comparée à la terreur glaciale qui m'envahit alors. Le message de Ruggieri était clair. Il rendait cela encore plus personnel. C'était une riposte directe à mon implication. Mon monde s'est rétréci à un seul point focal. Sauver Bianca. Au moment où l'échéance est arrivée, nous étions prêts. Le message de Ruggieri était arrivé comme prévu, ordonnant à Lorenzo de se rencontrer à la pergola, seul s'il voulait revoir Bianca vivante. Bien sûr, nous n'avions aucune intention que Lorenzo y aille seul ou à l'aveugle. À minuit le jour fixé, j'étais déjà à l'intérieur du restaurant fermé, déguisé, prêt à jouer mon rôle. J'avais utilisé mes connaissances des routines du personnel de nettoyage de fin de soirée pour me faufiler. La salle à manger était sombre et étrangement silencieuse, bien loin de l'ambiance animée de 2 nuits auparavant. Je m'accroupis derrière le bar, vêtu d'un uniforme de serveuse de rechange que j'avais récupéré dans mon casier, et je regardais à travers le treillis du casier à vin. À travers mon oreillette, j'entendis le léger crépitement de la voix de Lorenzo à l'extérieur. Position, les yeux sur le signal de Chiara. Avec une profonde inspiration, je me relevai légèrement et inspectai la scène. Les hommes de Ruggieri étaient là. J'en comptais au moins 8 répartis dans la salle à manger. Je reconnus 2 d'entre eux du combat dans la ruelle, maintenant bandés et brûlant de vengeance. Bianca était avec eux. Ma sœur était assise, attachée à une chaise au centre de la pièce, bâillonnée mais visiblement indemne. Je dus ravaler une vague de rage à la vue de ses grands yeux terrifiés, bougeant prudemment dans l'ombre. Je me glissai pour avoir une meilleure vue. 3 des sbires de Ruggieri se tenaient en demi-cercle lâche autour de Bianca, l'utilisant comme appât. 2 autres rôdaient près de l'entrée principale, et j'en repérai au moins un sur la mezzanine au-dessus, probablement un tireur d'élite. Je murmurai dans mon micro caché. Je compte 9 hostiles.
Bianca est au centre de la salle à manger. Ils vous attendent par l'avant, Lorenzo. Compris, vint sa réponse, brève et calme. Juste à temps, les portes d'entrée du restaurant s'ouvrirent. Lorenzo entra, absolument seul, les mains légèrement écartées pour montrer qu'il ne portait aucune arme visible. Il ne projetait rien d'autre qu'une confiance détendue, comme s'il était le propriétaire des lieux. D'une certaine manière, il l'était. Les entreprises Vitali détenaient une participation majoritaire dans cet hôtel et son restaurant, l'une des nombreuses façades légitimes des opérations de sa famille. Un homme trapu à la tête rasée, le lieutenant de Ruggieri, s'avança de côté de Bianca, un pistolet à la main. « Pas un pas de plus, Vitali » cria-t-il. Venu seul comme demandé. « Vous m'avez invité seul. »« Me voici » répondit Lorenzo d'un ton égal. Ses yeux passèrent devant Bianca, cataloguant probablement chaque arme et chaque garde. « Libérez la fille et ensuite nous parlerons. » L'homme éclata de rire. « Non, nous parlerons d'abord. Donnez ce que notre patron veut. Territoire, tribu, et peut-être qu'elle sera libre. » Je serrai les poings. Nous savions tous que c'était un piège. Ruggieri n'avait aucune intention de laisser des témoins. Accord ou pas accord. Mais nous devions le faire sortir. Je me déplaçai légèrement pour avoir une ligne de mire claire sur le tireur d'élite du balcon. Il rampait le long de la balustrade, essayant de se positionner au-dessus de Lorenzo. Dans un murmure bas, j'avertis, sniper au-dessus, côté gauche. À l'extérieur, l'un des membres de l'équipe de Lorenzo se mettrait en position pour s'occuper de ça. Faites-le parler, l'encourageai-je silencieusement. Comme s'il lisait dans mes pensées, Lorenzo se mit à parler, le ton ennuyé. Ruggieri doit être désespéré pour envoyer ses toutous négocier. A-t-il peur de m'affronter lui-même? Il se dirigea lentement vers la table la plus proche et posa nonchalamment ses mains sur le dossier d'une chaise, ayant l'air d'un homme à peine dérangé. Le lieutenant se hérissa. Profitez de votre bravade tant que vous le pouvez. Il arrivera sous peu, une fois que nous vous aurons amadoué. Il fit un geste avec son arme et, de derrière un pilier, un visage familier apparut. Paolo, l'un des propres gardes du corps de Lorenzo, portant maintenant un brassard rouge bien visible. Mon estomac se noua. Paolo était une taupe. Il adressa à Lorenzo un haussement d'épaule contrit, même en pointant une arme dans le dos de son patron. Traître, cracha Lorenzo, les yeux brillants d'une douleur et d'une fureur authentique. Le visage de Paolo se tordit. Capo, ce ne sont que des affaires. Tout se passa en même temps. Maintenant, sifflez-je dans le micro. Lorenzo bougea en un éclair, tournant juste au moment où Paolo appuyait sur la gâchette. La balle du traître manqua sa cible, faisant éclater un lustre au-dessus de sa tête. Au même instant, une douzaine de choses se produisirent. Les lumières s'éteignirent alors qu'un de nos hommes coupait le courant. Un tir étouffé depuis la terrasse abattit le sniper du balcon. Marco et deux autres firent irruption par une porte latérale, leurs armes crachant le feu sur les hommes de Ruggieri près de l'entrée. Le chaos éclata. Je surgis de derrière le bar et jetai la lourde bouteille de vin que je tenais droit sur le lieutenant trapu qui gardait Bianca. Elle le frappa à l'épaule, le déséquilibrant alors qu'il tirait sauvagement vers les éclairs des armes des hommes de Lorenzo. En quelques secondes, la salle à manger se transforma en un pandémonium. Des formes sombres esquivant et tirant au milieu de tables renversées et de verres volants. Je quittai ma cachette en courant, restant basse alors que je sprintais vers Bianca. « Je suis là, Bi. Je suis là » haletai-je, tombant à genoux à côté de sa chaise. Elle émit un son étouffé de soulagement contre son bâillon. Avec des mains tremblantes, je sciai ses liens avec un couteau de poche de mon tablier. Au-dessus de nous, des coups de feu claquaient et des balles s'enfonçaient dans le bois et le plâtre. L'équipe de Lorenzo nettoyait systématiquement la pièce avec leurs lunettes de vision nocturne, comme prévu. Une grenade assourdissante explosa près du vestiaire, illuminant brièvement la scène, assez pour que je voie l'un des sbires de Ruggieri charger vers nous à travers le chaos. Avant que je puisse réagir, une silhouette sombre intercepta l'attaquant. C'était Lorenzo. Dans la lumière stroboscopique des tirs sporadiques, je l'entrevis aux prises avec l'homme et lui assénant un violent coup de coude qui envoya le voyou s'effondrer. Les cordes liant Bianca cédèrent sous ma lame. J'arrachai le bâillon de sa bouche et la serrai dans une étreinte féroce. « Peux-tu marcher » haletai-je. Elle hocha la tête, les yeux immenses dans le noir. À part des ecchymoses sur ses poignets, elle semblait indemne. La soutenant, je traînai à moitié, portai à moitié ma sœur vers le couloir arrière. Par ici, l'encourageai-je. Nous nous glissâmes par la porte de service juste au moment où une nouvelle salve de tir retentit dans la salle à manger derrière nous. L'un des chauffeurs de Lorenzo qui attendait nous rejoignit dans le couloir, emmenant rapidement Bianca par le quai de chargement de la cuisine en lieu sûr. Je regardai la berline noire s'éloigner avec elle à l'intérieur,
Un flot de soulagement et de gratitude m'envahissant. Bianca était en sécurité, mais ce n'était pas encore fini. Pas tant que Ruggieri ne serait pas achevé. Ignorant chaque instinct qui me hurlait de rester avec ma sœur, je me retournai et courus vers le combat. J'émergeai dans la salle à manger dévastée pour constater que les tirs avaient cessé. La pièce empestait la poudre à canon et le vin renversé. Les corps des hommes de Ruggieri gisaient parmi les meubles en éclats. Les hommes de Lorenzo sécurisaient les derniers hostiles qui s'étaient rendus ou étaient blessés. La faible lueur des lumières de secours jetait une teinte rouge étrange sur la scène. Et là, près des portes de la cuisine, je les vis. Lorenzo et un homme grand et corpulent se tournant autour avec une intention meurtrière. Massimo Ruggieri en personne, un couteau à la main, faisant face à Lorenzo, qui brandissait un pied de chaise cassé. C'était le duel final. Ils se jetèrent l'un sur l'autre presque à l'unisson. Ruggieri taillada avec sa lame. Lorenzo para avec le bâton de bois, les yeux froids et concentrés. Je m'approchai un peu plus, la gorge nouée, mais n'osais pas intervenir directement. Un faux mouvement, et je pourrais distraire mortellement Lorenzo. Ils échangèrent des coups dans un silence brutal. Ruggieri était plus grand et alimenté par la rage, balayant furieusement avec le couteau. Mais Lorenzo était plus rapide et se battait avec une précision calculatrice mortelle. Il dévia un coup qui lui aurait tranché la gorge, ne recevant qu'une coupure superficielle le long de l'avant-bras. Ruggieri avança avec un rugissement, repoussant Lorenzo vers une table renversée. Je saisis une bouteille de vin intacte dans une épave voisine, prête à la lancer si une opportunité se présentait sans risquer de toucher Lorenzo. Puis c'est arrivé. Ruggieri se surétendit, son bras armé du couteau allant trop loin. En un clin d'œil, Lorenzo fit un pas de côté et piégea le bras de Ruggieri, le tordant vicieusement. L'os se brisa avec un craquement audible. Ruggieri beugla de douleur. Lorenzo arracha le couteau et, avec une puissante poussée, projeta Ruggieri sur la table. Les pieds cédèrent et Ruggieri s'écrasa à travers le bois et le verre sur le sol, où il resta étourdi et gémissant. Lorenzo n'hésita pas. Il envoya le couteau tomber au loin d'un coup de pied, puis posa un pied sur la poitrine de Ruggieri, une arme soudainement à la main, et visa la tête de l'homme. « C'est fini » gronda-t-il. Deux des hommes de Lorenzo se précipitèrent avec des menottes, tirant un Ruggieri jurant sur le ventre pour le menotter solidement. Au loin, des sirènes hurlaient, attirées, sans aucun doute, par le vacarme qui s'était répandu dans la nuit. C'était fini. La pièce était en ruine, mais nous avions gagné. Je réalisai que j'avais retenu mon souffle. Je laissai tomber la bouteille de ma main tremblante et titubai vers Lorenzo. Il me vit et combla immédiatement la distance, me prenant dans une étreinte féroce qui me souleva du sol. « Ta sœur » exigea-t-il. « En sécurité » haltai-je. « Elle est en sécurité. » Il expira un souffle qui était presque un rire, et pendant une précieuse seconde, il pressa son front contre le mien au milieu des débris et du chaos. « Grazie a Dio » murmura-t-il. Autour de nous, ces hommes commençaient déjà une retraite rapide, rassemblant les informations et les camarades blessés, faisant disparaître les preuves. Lorenzo écarta doucement une traînée de suie de ma joue. « Et toi? Es-tu en sécurité » Je hochai la tête, l'émotion me nouant la gorge. Maintenant, je le suis. Dehors, des lumières rouges et bleues clignotaient contre les fenêtres. « Patron, nous devons y aller maintenant » pressa Marco en accourant. Lorenzo garda ma main dans la sienne alors que nous nous dépêchions de sortir par la sortie du personnel dans la même ruelle où cette saga avait commencé. Un SUV s'arrêta brusquement, la portière arrière grande ouverte. Nous nous y entassâmes avec Marco au volant et partîmes en trombe dans la nuit juste au moment où les voitures de police tournaient le coin derrière nous. Ce n'est que lorsque nous eûmes mis plusieurs pâtés de maison entre nous et les sirènes que je m'effondrai contre le siège. L'épuisement me frappa comme une vague. C'était fini. Ruggieri était vaincu, son équipe survivante en déroute ou capturée. Bianca était en sécurité, probablement en route vers la cachette sécurisée que les hommes de Lorenzo avaient arrangée. Et moi? J'étais dans les bras du chef de la mafia que j'avais rencontré il y a seulement quelques mois comme un client méfiant lors de mon service de serveuse. Le bras de Lorenzo restait fermement autour de moi, manquant à la réalité. Sa joue était maculée de sang et de suie, une fine coupure barrant sa tempe. Je levai la main sans réfléchir et essuyai une tache juste en dessous de son œil. Il se pencha vers mon contact, les yeux se fermant pour le plus bref des instants. « Tu devrais être avec ta sœur » murmura-t-il, bien que son bras se resserre autour de moi. « Elle est en sécurité » répétai-je. « Grâce à toi. »« À nous. » Il ouvrit les yeux et me regarda. « Vraiment ?» Me regarda d'une manière qui fit chavirer mon cœur. « Chiara, il y a 2 jours, tu étais une étrangère qui me servait à dîner. Maintenant tu es... »
Il s'interrompit, cherchant ses mots. Je les lui offris doucement. Maintenant, je suis là où je suis censé être. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Il leva ma main et déposa un baiser sur mes doigts. Un geste d'un autre temps qui alluma en moi une chaleur plus grande que n'importe quelle montée d'adrénaline. Sempre insieme, dit-il doucement. Toujours ensemble. Ce moment, dans l'obscurité feutrée de la voiture fuyant la scène de notre victoire brutale, était un tournant. Ce n'était plus une question de survie ou d'alliance temporaire. C'était le début de quelque chose de bien plus profond, un lien forgé dans le feu. 2 années avaient tout transformé. Et pourtant, rien n'avait changé du tout. Je me tenais sur le balcon du siège des entreprises Vitali, un nom anodin pour l'empire commercial tentaculaire de Lorenzo, surplombant les lumières scintillantes de Rome. 6 hommes en costume étaient assis autour de la table de conférence derrière moi, jetant des regards furtifs à travers les parois de verre à la femme blonde qui examinait leur dossier. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais passé de servir du vin à des chefs de la mafia à profiler psychologiquement de potentiels soldats de la mafia. « Signor Bianchi », dis-je en rentrant et en m'adressant au plus nerveux du lot. Vos micro-expressions lorsque vous discutez de scénarios de loyauté suggèrent que vous pourriez avoir des intérêts conflictuels. Je notai le tic involontaire au coin de sa bouche, peut-être des dettes de jeu. Ses yeux s'écarquillèrent d'alarme que j'ai pu lui arracher cette pensée de la tête. À côté du miroir sans teint, je savais que Lorenzo observait, décidant qui parmi ses candidats rejoindrait notre organisation et qui serait éliminé, au sens figuré de la considération, au sens propre s'ils étaient des infiltrés. Au cours des 2 années qui ont suivi cette nuit fatidique, je m'étais pleinement intégré au monde de Lorenzo. Après la chute de Ruggieri, un équilibre délicat du pouvoir avait été restauré dans la pègre romaine, avec Lorenzo à son apogée. Nous avions étendu les possessions de restaurants d'un seul emplacement à une 12aine à travers l'Italie, des entreprises légitimes qui fournissaient à la fois profit et couverture. De mon côté, j'avais créé un cabinet de conseil spécialisé dans la sécurité et l'analyse comportementale. C'était une façade pratique qui me permettait d'utiliser mon expertise psychologique pour vérifier le personnel de Lorenzo et déceler les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Ma vie était devenue un double jeu fascinant. En public, j'étais Chiara Moretti Vitali, une femme d'affaires respectée, consultante pour l'une des sociétés d'investissement à la croissance la plus rapide d'Italie. En privé, j'étais le bras droit stratégique de Lorenzo, son consigliere non officiel, la seule personne dont il écoutait les conseils sans poser de questions. J'avais trouvé un but qui mariait parfaitement mes compétences académiques et les dures leçons apprises dans cette ruelle sanglante. Je n'aidais peut-être pas la loi, mais je protégeais un ordre, une famille, et de nombreux innocents qui dépendaient de la stabilité que nous maintenions. C'était une moralité complexe, peinte en nuances de gris, et je m'y sentais étonnamment à l'aise. Je renvoyai le candidat nerveux et conclus la session. 3 des 6 candidats seraient discrètement écartés en raison des signaux d'alarme que j'avais repérés. Les 3 autres recevraient bientôt des offres pour gérer divers aspects des opérations de Lorenzo. Des emplois légitimes en surface avec des responsabilités occultes en dessous. Alors que les candidats partaient, je sentis un bras fort et familier se glisser autour de ma taille. Lorenzo était entré dans la salle de conférence, un rare sourire jouant sur son visage. Impressionnant comme toujours, Dottoressa, murmura-t-il, utilisant le titre honorifique à moitié en plaisantant. Il savait que je me délectais d'appliquer enfin mon doctorat en psychologie criminelle à quelque chose qui nous tenait profondément à cœur à tous les deux. Je me retournai et me haussai sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Un baiser bref et doux qui fit néanmoins accélérer mon pouls. Même après 2 ans ensemble, l'étincelle n'avait pas faibli. Au contraire, elle brûlait plus fort maintenant que je me tenais à ses côtés en tant que partenaire et épouse. Oui, épouse. Madame Chiara Vitali depuis 1 an, lors d'une cérémonie privée dans une petite chapelle avec plus de gardes armés que de parents présents. Nous quittâmes la salle de conférence, bras dessus bras dessous. Dehors, le soleil de fin d'après-midi jetait une lueur chaude sur l'horizon romain. L'air sentait la pluie imminente et le jasmin des jardinières de notre balcon de bureau. Valentina a les rapports trimestriels prêts pour notre réunion avec la division restauration ce soir, lui rappelai-je, parcourant un résumé sur ma tablette. Les bénéfices sont en hausse de 20%. Et Marco ne signale aucun problème de sécurité majeur ce trimestre. Aucune tentative des forces de l'ordre de faire infiltrer quelqu'un, demanda Lorenzo nonchalamment alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur. Pas depuis cet agent d'Interpol que j'ai repéré l'année dernière, répondis-je. Il semble que le mot se soit passé que nous ne sommes pas si faciles à infiltrer. J'appuyai sur le bouton du niveau du garage. As-tu réfléchi davantage à l'expansion à Milan? Il me sourit. Il n'arrivait toujours pas à croire avec quelle fluidité j'avais embrassé les 2 moitiés de notre entreprise, la propre et la sale. Si ma femme pense que c'est sage, qui suis-je pour discuter?
Je ris légèrement alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur notre parking privé. Je pense que c'est sage. Laisse-moi juste les négociations avec les familles du Nord. Elles répondent mieux aux carottes comportementales qu'aux bâtons. Tant que je peux garder un bâton en réserve, plaisanta-t-il, bien que nous sachions tous les deux qu'il y avait une part de vérité là-dessous. Notre chauffeur arriva dans une élégante berline. Avant de monter, je fis une pause, apercevant mon reflet dans la vitre noire polie. Une femme confiante en tailleur me regardait, bien loin de la serveuse incertaine en tablier que j'étais autrefois. Lorenzo attendit patiemment, sentant mon moment d'introspection. Je pensais juste, dis-je doucement alors que nous nous glissions dans la voiture et qu'elle s'engageait dans la rue, à tout ce qui a changé. Lorenzo entrelaça ses doigts avec les miens. Des regrets? Je le regardais, mon partenaire en toute chose, l'homme qui m'avait donné un but au-delà de tout ce que j'avais imaginé, et je souris. Aucun. Nous restâmes là, dans les bras l'un de l'autre, alors que le soleil couchant plongeait bas, peignant la ville éternelle de teintes dorées. Dehors, Rome scintillait et bourdonnait, éternelle comme toujours. Il y a 2 ans, j'avais failli m'éloigner de cet homme après cette première nuit violente, convaincu que nos morales étaient inconciliables. Maintenant, je portais sa bague, à l'aise dans une vie qui était dangereuse, stimulante, passionnée et profondément épanouissante. Je pensais à ma sœur Bianca, qui terminait ses études supérieures à Paris, s'épanouissant à nouveau sous notre œil vigilant et notre généreuse bourse. Je pensais à Juliette, qui m'envoyait encore des potins du monde de la restauration. Elle croyait que j'avais décroché un poste de sécurité de haut niveau dans une entreprise privée, ce qui n'était pas loin de la vérité. Et je pensais à la femme naïve que j'avais été, convaincue que des absolus moraux pouvaient régir des réalités complexes. Mon parcours m'a appris que parfois, la seule façon de vaincre les monstres est de s'associer à l'un d'eux, bien qu'un homme avec une conscience cachée sous des couches de tissu cicatriciel. Ce faisant, j'avais trouvé l'amour de ma vie et un but plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. Alors que Lorenzo et moi nous tournions pour rentrer chez nous pour la soirée, vers une villa maintenant remplie de chaleur et de la promesse d'un avenir construit ensemble, je jetai un dernier regard sur l'horizon romain. Tant de notre histoire était écrite dans ces rues, dans le sang et dans l'amour, et notre prochain chapitre ne faisait que commencer. Ensemble.